Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence nombreux pour cette nouvelle rencontre au Café de la Librairie pour laquelle j'ai le grand plaisir ce soir de recevoir Éric Orsena. Alors avant tout, quelques mots pour vous présenter. Si il en est encore besoin, vous êtes écrivain et membre de l'Académie française depuis 1998. Vous avez eu un parcours extrêmement riche. Vous avez été tour à tour chercheur et enseignant en finance internationale, conseiller au ministère de la Coopération, conseiller et plume de François Mitterrand. Puis vous avez été nommé conseiller d'État en 2000. Parallèlement, vous écrivez, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages dans des genres très différents. Alors, il y a des romans. Le premier d'entre eux, Loyola's Blues, est paru en 1974. Et puis, 14 ans après, en 1988, vous avez reçu le prix Goncourt pour l'exposition coloniale. Il y a 34 ans. Exactement. C'est ça. Des essais également. Alors on peut citer notamment vos petits précis de la mondialisation, dont 6 volumes sont parus, mais aussi plusieurs biographies de Louis Pasteur, de Beaumarchais ou encore de Jean de La Fontaine. Et puis enfin des contes. Vous nous avez offert un voyage en 5 volumes au pays de la grammaire française. Et l'ouvrage que vous venez nous présenter ce soir, il s'inscrit dans la lignée de ces contes. Il est intitulé « Les mots immigrés » et paru aux éditions Stock. Et il est le fruit d'une coécriture avec le linguiste Bernard Cerquiglini, illustré avec talent par François Maumont. Et donc, par la voix du conte, vous nous embarquez dans un passionnant voyage à travers l'histoire de la langue française, un récit qui est celui d'un constant enrichissement et à travers lequel vous nous rappelez qu'il n'est pas un mot de la langue française qui ne soit immigré. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter d'où est venue pour vous l'envie et peut-être la nécessité dans la société qui est la nôtre d'entreprendre ce voyage et de nous y embarquer ? D'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver après quelques épisodes que vous connaissez et que je connais assez bien, puisqu'il se trouve qu'occupant le fauteuil de Pasteur à l'Académie française, j'ai un peu travaillé un domaine dont j'ignorais absolument tout, qui était la biologie et la microbiologie. Et puisque pendant 15 ans, j'ai eu à côté de moi, tous les jeudis, François Jacob, à votre place, le prix Nobel de médecine et physiologie, qui m'engueulait en me disant, on va revenir au sujet, hein, mais qui m'engueulait en disant, comment oses-tu poser tes fesses sur le fauteuil de Pasteur, alors que tu es économiste, donc ignorant des choses essentielles, et tu es romancier, donc un menteur. Donc travaille. Donc j'ai travaillé. Donc j'ai appris les fondamentaux, j'ai écrit une biographie de Pasteur, et comme ça a intéressé les savants, donc je suis devenu ambassadeur de l'Institut Pasteur et du réseau mondial. Donc je suis assez au courant des questions de pandémie, et voilà, et je me suis trompé parce que je pensais qu'une épidémie nous toucherait, mais qu'elle viendrait par les moustiques. Parce que j'avais fait un livre qui s'appelait « Géopolitique des moustiques », et je me suis trompé. Parce qu'il y a un autre petit virus qui est arrivé avant les moustiques. Voilà. Ça n'empêche pas que la dengue puisse nous arriver un jour, mais enfin, on ne va pas multiplier les mauvaises nouvelles. Alors, comment ça s'est passé ? Moi, en général, enfin, j'ai 4 types de livres. Il y a les romans, mais les 4 sont toujours dictés par par une question. Quand je ne comprends pas quelque chose. Par exemple, quand je ne comprends pas pourquoi une femme magnifique reste avec un mari imbécile, j'écris un roman d'amour. Allez. Ça, c'est pour les romans. Quand je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe avec la mondialisation, je fais des longs reportages. Quand je ne comprends pas qui, au fond, était La Fontaine, pas seulement l'auteur des contes, des fables, mais des contes extrêmement coquins, mais en même temps très religieux, à chaque fois jurant à son confesseur qu'il n'allait plus écrire de contes, et en écrivant un autre juste après, encore plus coquin. Donc je me dis, qui c'est ce type ? Autre question, qui c'est Beethoven ? Comment est-ce qu'on fait ? Et donc ces biographies m'ont ouvert un univers absolument magnifique. D'ailleurs, on pourrait faire d'ailleurs un spectacle, parce que j'enchaîne les spectacles avec musicaux
où moi je raconte et je suis accompagné des musiciens, soit par les musiciens des arts florissants, vous savez, William Christie, l'univers baroque, soit par un trio que j'ai créé avec un immense pianiste, Michel d'Alberto, qui a été longtemps prof au conservatoire, qui vient de le quitter, et puis Henri de Marquette. Et je fais un spectacle à peu près par semaine. Sur ce qui est merveilleux, parce que j'ai l'impression d'être au cœur de la musique et raconter des histoires. Vous voyez, voilà. Et puis il y a les contes. Les contes, c'est quand je ne comprends pas du tout. Du tout. Et le premier conte que j'ai écrit, c'était sur la grammaire. Je ne comprenais plus les questions qu'on posait en français à mes enfants. Il y avait un tel jargon en sixième que je me suis dit, c'est pas possible. Donc, deux solutions. Soit je fais des tribunes, mais tout le monde s'en fout, soit j'essaye de faire un conte. Donc, je fais un conte. L'éditeur me dit, surtout, tu mets pas grammaire dans le titre. Parce que quand on a grammaire dans le titre, ça se vend pas. Alors, comme j'ai beau pas être né en Bretagne, j'ai quand même, depuis les 3 mois que je passe en Bretagne, depuis ma naissance, j'ai pris quelques caractères bretons. Donc, j'ai la tête extrêmement dure, voire granitique, déplumée mais granitique. Et donc, j'ai gardé le titre. Puis j'ai demandé à un ami, qui est Henri Salvador, la grammaire est une chanson douce. Résultat, on a fait 5 tomes avec des trucs quand même fous, quoi. Et puis, il l'avait imprimé à 5000 exemplaires. Résultat, 1 million. Donc, il faut être obstiné quand même. Hein. Quand on a une idée, il faut être obstiné. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que j'entends sur le grand remplacement? C'est-à-dire que maintenant, on a l'impression qu'on est complètement envahi et qu'on est complètement remplacé. Et alors, ce qui m'intéressait de discuter avec un linguiste, parce que moi, je n'ai pas ce savoir, quand je discute sur des questions environnementales, j'essaye, par exemple, de co-signer avec Isabelle Autissier quand on navigue ensemble. Parce qu'elle sait plein de trucs, et moi, je complète de ma manière, vous voyez. Donc, de plus en plus, j'ai des collaborations avec des tas de gens. Et là, je me suis dit, mais alors, quelle est l'histoire de la langue? Parce que l'histoire de ma langue, je la connaissais pas. Donc, lui m'a dit, voilà comment ça s'est passé. C'est-à-dire, on a en gros dans la langue française à peu près 60 à 65 mots d'origine gauloise, mais des Gaulois qui sont arrivés d'ailleurs parce que ce n'est pas les premiers habitants, et qu'il y a beaucoup plus de mots d'origine de toutes sortes, et notamment arabes, dans la langue française. Alors, qu'est-ce qu'on ne dit pas quand on dit ça en ce moment, dans le climat actuel, de dire ce genre de choses. Mais en fait, c'est la réalité. Donc, vous voyez, et alors ce qui est formidable, c'est vous avez le savoir, ça c'est le linguiste, Bernard, et puis vous dites, tiens, quelle histoire je vais trouver pour faire passer ça? Et j'ai eu l'idée toute simple, parce qu'il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir un père qui me racontait des histoires de mer, parce qu'il était un peu dans l'aéronaval aussi, et puis une mère qui me racontait des histoires de roi de reine parce qu'elle était monarchiste, et un grand-père qui était cubain, etc., etc. Donc j'ai baigné dans les histoires. Donc quand on me dit, est-ce que tu pourrais trouver une histoire sur ce thème, ça vient assez vite. Et j'ai eu cette idée toute simple. Le grand débat du deuxième tour des présidentielles, il y a une dame, qu'on peut dire de vraiment droite un peu dure, qui n'arrête pas de taper sur les immigrés. Donc, les mots immigrés font la grève. Donc, elle continue, puis il n'y a plus de mots. Alors, panique, puisque comme il y a 80% de mots immigrés, donc évidemment, le langage est restreint. Donc, j'imagine ça, et j'imagine que les mots immigrés acceptent de revenir dans le langage. S'il y a une réunion avec le Conseil constitutionnel qui oblige les chaînes de télévision, tous les soirs pendant 15 jours, à rappeler, vague après vague, tout ce que les mots immigrés ont apporté à la langue française. Donc ça, c'était le point de départ. Et à partir de là, la question se trouvait posée, parce que vous êtes gentil, vous dites que les mots immigrés, machin, etc. Mais alors, en même temps, vous êtes contre l'anglais et les mots américains, etc., etc. Donc, il y avait cette contradiction. Et ça, j'adore, parce que qu'est-ce qu'un livre? C'est ce qui accueille des contradictions. Autrement, on n'a pas besoin de livre. Voilà, pardon d'avoir été un peu long, mais je voulais vous expliquer un peu comment ça fonctionne et le délice que c'est
de changer de mode. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des écrivains que je respecte infiniment, qui creusent sans arrêt le même. Enfin, on ne peut pas être plus... Je respecte infiniment son talent, mais je ne peux pas être plus opposé qu'au Modiano. C'est la contradiction totale. C'est-à-dire, il creuse sans arrêt la même chose, la même histoire, avec une merveille de talent, bien sûr, depuis 50 ans. Et moi, c'est absolument impossible. Absolument impossible. Donc, voilà. Donc, je vous jure que mes prochaines réponses seront plus courtes. C'est un plaisir de vous écouter. Alors, nous sommes donc... devant le Conseil constitutionnel. Et voici donc l'AMI, l'association des mots immigrés, qui est prête à animer 6 émissions pour nous raconter l'origine et la construction de notre langue et puis rendre hommage aux différentes vagues qui l'ont enrichie. Et force est de constater que l'origine n'est pas si facile à déterminer si l'on emploie ce mot au singulier. On entend donc souvent, vous l'avez dit, qu'à l'origine, la France était la Gaule, mais vous rappelez que les Celtes ont eux aussi été des immigrés. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il n'existe aucun mot de souche? Vous vous êtes posé la question et vous avez trouvé un mot qui existerait depuis la nuit des temps. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, justement? Oui, alors on se dit ça parce que... Alors, on s'est amusé avec linguistes. Il faut que vous sachiez que Bernard Cerquillier est un des plus grands linguistes français. Reconnu, universitaire, etc. On s'est rencontrés parce qu'on était ensemble au conseil d'administration de l'Alliance française. Mais il connaît bien ces questions-là. Alors on s'est dit, quel était le mot? Il a cherché, il a regardé tout ça. Et ça serait peut-être le mot caillou qui viendrait des grands immigrés qui, de toute façon... puisque c'est là d'où l'espèce humaine est venue, qui viendrait d'Afrique. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, ça vient comme ça, et c'est ce tissage permanent, cet enrichissement qui vient permanent depuis pendant des siècles et des siècles, et puis à un moment donné, l'invasion change de nature et fait perdre l'identité. C'est ça qui est... En fait, c'est un livre sur l'identité. C'est un livre sur l'enrichissement, mais à quel moment on dit attention pour ne pas perdre cet enrichissement? C'est pour ça que ça va au-delà de ça. Et puis, on a évidemment des tas d'exemples qui m'ont émerveillé. Par exemple, je ne sais pas, mais le mot... Alors, si on prend les vagues les unes après les autres, parce que ce sera peut-être... voilà, les vagues après les autres. Donc, évidemment, il y a les langues gauloises. Il y avait les Gaulois d'abord, mais c'était des Celtes qui étaient arrivés d'un peu du nord et puis de l'est. Et puis, il y a les Romains, bien sûr, les Romains qui viennent. Mais il y a deux langues. Il y a la langue romaine savante, comme Equus pour le cheval. Et puis il y a la langue plus populaire, Cabalius. Donc vous voyez, c'est ça. Essayez de voir d'où vient ce trésor qu'est notre langue, que j'utilise avec passion depuis que je suis tout petit. Donc c'était essayer de voir un peu ces questions-là. Vous voyez, de rentrer dans cette analyse. Et puis alors après, il y a la grande venue des mots arabes avec tous les mots de mathématiques, et d'astronomie et scientifique, puisque c'était le grand moment de la grande civilisation venant d'Espagne, de la grande civilisation arabe. Avec moi, le mot, et ça me touche particulièrement ici, puis mon père était marin, et moi je suis navigateur depuis que je suis tout petit, c'est le mot arabe, qui est quand même Émir al-Bar, c'est-à-dire le chef de la mer. Ça a de la gueule quand même. Hein, le chef de la mer, etc. Donc vous voyez ce genre de mécanisme, et puis il y a des mots qui circulent, et on a les mots qui sont les mots abricots. Donc les mots abricots qui sont comme ça, qui commencent en grec, le précoce, puisque l'abricot est un des fruits qui mûrit le plus vite. Donc il est d'abord grec, ensuite il se balade un peu, il va en Syrie, etc. Et puis il revient par l'Espagne et revient chez nous. Donc vous voyez, c'est-à-dire que j'ai toujours eu dans les mots l'idée que c'était des êtres vivants, c'est-à-dire qu'ils voyageaient. Ce n'étaient pas des choses froides, vous voyez. Ils avaient une vie, chacun des mots. Et donc, dans la grammaire de chanson douce, ils sont des mots. Il y a les villes des mots, il y a des choses comme ça, etc. Vous voyez, il y a tout ce mécanisme-là, tous ces échanges. Et puis après, on voit l'italien. Et l'italien, on raconte, parce que dans le domaine de l'habillement, dans la musique, évidemment, c'est l'Italie.
dans tous ces domaines-là. Et donc on a tous les emprunts à l'italien. Là, évidemment, la nourriture, tout ça. Et à chaque fois, c'est une civilisation. Vous voyez, c'est-à-dire, les mots arabes, c'est le savoir, et puis aussi l'habillement, d'ailleurs. Et puis l'Italie, etc. Il y a des vagues successives. À chaque fois, c'est un apport de civilisation. Et puis après, on continue. Et alors, il y a quelque chose qui m'a bien intéressé, c'est les mots anglais. Les mots anglais arrivent au fond assez tard, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Pourquoi ? Parce que c'est lié à l'avancée de l'Angleterre en termes de démocratie. C'est-à-dire parlement, c'est-à-dire session, c'est-à-dire budget, c'est-à-dire majorité. Tout ça, c'est anglais. Et donc, c'est amusant parce que c'était vraiment ce que les philosophes français des Lumières allaient chercher en Angleterre. Et avec des allers-retours. Notamment, l'exemple le plus connu, qui, moi, m'a beaucoup amusé, c'est le mot tennis. Tennis, c'est français. C'est-à-dire, c'est la paume. Quand on serre, on dit tenez. Et puis, c'est devenu tennis et c'est revenu chez nous. Vous voyez ? C'est forain. Forain, c'est chez nous. Chez eux, c'est devenu foreign. Et on est, vous voyez, c'est-à-dire, on a sans arrêt des liens comme ça. Et donc, on s'est amusé à raconter ces vagues successives en prenant des exemples à chaque fois. Et je suis content parce que dans les classes, dans de plus en plus de classes, on discute, tiens, d'où vient ce mot, etc. Comment ça marche. Donc, ça fait oui, ça fait 5-6 tomes comme ça. On a exploré, j'ai exploré, puis avec des amis. Et donc, on a d'autres projets. On va sans doute faire des comptes sur des temps. Par exemple, le temps des verbes. Un compte sur le présent, un temps sur l'imparfait. Et moi, je me suis réservé celui que je préfère, qui est le futur antérieur. Parce que, franchement, le futur antérieur, c'est d'une merveille. Ça veut dire quoi, le futur antérieur? Donc, c'est quand même assez incompréhensible. Et il se trouve que j'ai l'honneur de présider la maison Aragon-Triolet. Et un des plus beaux mots, un des plus beaux vers de la langue française, c'est quand Aragon raconte à son vieux copain stalinien Neruda, immense poète Pablo Neruda, écoutez ça, parce que c'est vraiment le futur intérieur. Et il parle du communisme, de l'espoir que le communisme a suscité. Aurons-nous au mieux été enchanteurs désenchantés d'avoir chanté pour or le cuivre? Voilà. Ça, c'est la langue française. Avec cette merveille de jonglerie de temps, comme il y a aussi beaucoup en espagnol. Avec, vous savez, ce qu'on appelait quand on était petit, la correspondance des temps. Je suis fasciné par les temps. Je prépare un livre depuis très longtemps sur le temps dans la mondialisation. La mondialisation, on a beaucoup parlé d'espace, mais les heurts de temps, vous savez, les rapidités, on veut tout de suite, et en même temps, il faut ça sera autre chose. C'est un vaste programme, mais voilà. qu'on est impatient de découvrir. Non, parce que je suis un commerçant, vous comprenez, je prévois les prochaines remarques pour que vous puissiez réserver. Alors, si nous revenons à ces mots, à leur évolution, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on découvre que l'évolution d'une langue, de ces mots, elle tient aussi bien souvent de leur prononciation. Ainsi, il y a de nombreux mots qui sont nés ou qui se sont transformés du fait, par exemple, de l'influence germanique sur la prononciation du gallo-romain. Et puis bien des années plus tard aussi, en faisant référence aux échanges entre français et anglais au XVIIIe siècle, Clémenceau disait « L'anglais n'est jamais que du français mal prononcé ». Alors ça, c'est Clémenceau qui était toujours assez marrant parce que j'ai passé toutes mes vacances dans l'île de Bréa et il y avait une terrasse. Et la terrasse surplombait la mer et surplombait les corps morts. Donc il y avait des Anglais qui arrivaient. Et alors mon oncle, qui vendait des machines agricoles à Quimper, apostrophait les Anglais. Il dit « Ne te mets pas là, c'est dangereux !» Il ne comprenait rien du tout, donc c'est exactement ce qu'il disait. Donc ça me rappelait complètement, ça hurlait comme ça, il nous disait il est fou. Et donc voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que une langue est une grosse bête vivante. Et moi, je suis de plus en plus passionné par tout ce qui est vivant. On croit que
seulement les êtres, voilà, nous sommes vivants seulement, et qu'il y a plein d'autres formes de vie, vous voyez. Et les mots, moi, ça me passionne de voir à quel point c'est vivant et que c'est une création commune. Vous voyez, une langue, par exemple, c'est de la même manière qu'une cathédrale, mais bien plus. C'est-à-dire on a tout créé des langues à la fois les poètes, les hauts fonctionnaires, les choses comme ça, et puis les brefs de comptoir. Vous voyez, c'est-à-dire tout le monde participe à la création des langues. Enfin, on a tous vu 200 fois les tontons flingueurs. La langue française, c'est Audiard aussi. Vous voyez, on peut tout à fait... Et ce genre de trésor gratuit, au fond. Et je ne comprends pas pourquoi. Donc, on me dirait, bon, tu parles plus français, tu n'écris plus français, mais on te donne en échange une langue, une vraie langue. C'est-à-dire l'espagnol, le russe, l'anglais, pas les 400 mots, hein, l'anglais, la vraie langue anglaise, ou le chinois. Bien sûr que oui, j'aurais perdu un univers, je gagnais un autre univers. Mais quand on voit un peu ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on abandonne une langue de 40 000 mots, 50 000 mots, pour les 300 mots qui servent juste à survivre. Et c'est exactement la même chose que le fast-food anglais, enfin faussement anglais, le globish. C'est-à-dire on abandonne les trésors de la gastronomie pour une quinzaine de plats. Alors, quand on dit qu'il faut défendre la biodiversité, il faut défendre aussi la diversité dans les langues, la diversité dans la nourriture. Vous voyez, parce que c'est de plus en plus, il y a quand même... Ça, c'est une sorte de grand remplacement, on est dans le plus simple, le plus... Voilà, et le plus... Et pour gagner du temps, pourquoi? Moi, je dis sans arrêt que la lecture, c'est une co-création. Vraiment. C'est-à-dire, c'est aussi... on est là, un certain nombre, et on ne lit pas le même livre. Aucun de nous ne lit le même livre, alors qu'on regarde tous le même film. C'est à nous de faire notre film. Donc, c'est un travail de l'imaginaire. C'est pas de la consommation et abonner Netflix et tout ça sans arrêt et à 5, 6, 7 heures par jour devant les écrans. Donc, moi, le grand remplacement, c'est celui-là. Vous voyez? C'est-à-dire la consommation au lieu de la co-création. Et c'est pareil, je veux dire, je vois les statistiques de pratiques artistiques terrorisées, c'est-à-dire de moins en moins de gens font de la musique, de moins en moins font du théâtre, de moins en moins... Et ça moi, ça alerte, rouge. C'est-à-dire, on consomme, mais on n'a pas cette part soi-même de création. Et on passe de moins en moins de temps à la cuisine. Ma grand-mère était lyonnaise. J'ai appris la cuisine extrêmement tôt. Et moi, je me souviens, à 8 ans, elle me disait « J'espère que tu ne vas pas rater ta blanquette. » Alors imaginez à 8 ans maintenant, comment tu m'énerves, je suis dans mon truc, etc. On fait les trucs et chacun bouffe différemment. Moi, je pense que la table est vraiment, la table commune est le lieu où on apprend la vie ensemble, etc. etc. Ouais, j'ai une morale assez simple, hein, mais une morale qui vient vers le plaisir. La complexité accroît le plaisir, évidemment. Quand on perd les nuances, eh ben on se tape sur la gueule, notamment à l'Assemblée. Et c'est pas fini les petits loups, parce que vous allez voir ce que ça va donner. Et donc le globish, c'est quelque chose qui vous inquiète, vous en parlez dans le livre, dans la mesure où... C'est le plaisir, vous voyez. Voilà, il remplace des mots existants plutôt qu'en créer de nouveaux. Mais c'est pas totalement nouveau, cette crainte. C'est accentué aujourd'hui. Mais vous racontez aussi que l'italien a fait peur à une époque. Et oui, parce que... Dès le XVIe siècle. Parce que le snobisme, c'était parler italien. Donc, on se moquait des snobs qui parlaient italien. Parce que c'était la mode, parce qu'il y a eu des reines italiennes qui ont arrivé, qui ont apporté d'ailleurs énormément de civilisation. Hein, les Médicis qui venaient, Catherine de Médicis, Marie de Médicis, etc. Et on se foutait d'eux. Mais moi, quand je vois mes collègues, tout ça, qui parlent anglais,
moins bien que moi parce que j'ai fait une partie de mes études en Angleterre. Donc pour se la péter, quoi. C'est complètement ridicule, quoi. Et je les vois, ça peut, évidemment, c'est utile. C'est la moindre des choses. Pour moi, les 400 mots ou les 500 mots nécessaires pour faire des affaires, pour moi, ce n'est pas une langue étrangère. C'est comme savoir voilà, faire des additions et tout ça, c'est normal. C'est comme la langue du numérique, vous voyez. Ce n'est pas une langue étrangère, c'est un outil, mais ce n'est pas une langue. Ce n'est pas du tout la même chose. Et moi, je vois des Anglais qui luttent pour défendre leur anglais face au globish, qui est ce mélange comme ça, qui sert uniquement voilà, à juste à survivre. On peut très bien survivre en bouffant des pilules. Hein. On peut vraiment. Mais qu'est-ce qui remplacera un repas en commun? C'est ça l'affaire, c'est exactement le même enjeu. C'est la même histoire. D'ailleurs, ça me donne l'idée, c'est que on va faire un livre sur la bouffe. Je pense que là... D'ailleurs, c'est quasiment l'heure. Mais il faut vous dire que je suis aussi membre de l'Académie du vin de France. Et que mieux, à la suite de Manigance, j'ai réussi à être au bureau de l'Académie du vin de France, parce que quand vous êtes au bureau, vous participez au voyage d'études. Donc, c'est vrai l'idée. C'est la même chose, vous voyez, c'est-à-dire que dans le vin, vous avez deux lignes. La ligne de simplification, on ne garde que les cépages. Est-ce que vous voulez un petit machin, un petit Cabernet Franc, machin, etc. Ou les terroirs. Et ça m'intéresse d'autant plus que, figurez-vous, que eh bien, je plante, moi, en Bretagne, nord en plus. Je plante des vignes. Et je ne suis pas le seul. Et donc, vous allez voir, on va faire des châteaux de chez nous. Moi, je vois le château Trieux, etc. Vous allez voir, parce qu'ils ont les jetons, là. J'étais là, avant d'aller à Rennes, m'occuper d'eau, je m'occupais de vin. C'est-à-dire, j'étais à Saumur, où il y a une fête, vous savez, des vignerons, qui s'appelle la Paulée. Il y avait 91 domaines. Je n'ai pas goûté 91 vins, mais quand même une trentaine. Je viens juste de ressusciter. Non, mais diversité, c'est ça. J'ai écrit un jour un conte où Cauchemar, Don Juan sortait de chez lui, toutes les femmes étaient pareilles. Vous imaginez? Alors, voilà. Imaginez le cauchemar? Terrifiant. Alors, la diversité, au total, vous l'écrivez, on a recensé plus de 120 langues qui ont peu ou prou contribué à notre vocabulaire. Et ça n'est pas terminé, puisque vous l'avez dit, la langue est vivante, elle est donc fragile, il faut en avoir conscience, mais elle est aussi en constante évolution. Et vous dites vous parlez notamment des langues francophones, avec des mots qui vous réjouissent et que vous aimeriez voir entrer dans notre quotidien. Alors, moi, je fais mon marché ailleurs qu'en France. C'est-à-dire dans la francophonie, voilà. Et moi, c'est vrai que ça m'amuse de voir, je ne sais pas, au Sénégal, une station-service s'appelle une essencerie. C'est mieux, plus joli, une essencerie comme ça. Où il y a partout, enfin, on a des trucs, ambianceurs, etc. Donc on peut imaginer et accueillir tous ces mots, bien sûr, puisqu'ils ont la même base, et puis ils avancent. Voilà, l'idée, on a tout à fait le droit d'inventer des mots, évidemment, d'inventer des mots. Et voilà, c'est encore une fois de trouver plus concret. Et puis la question, c'est que la science, c'est-à-dire si vous voulez, ces réalités nouvelles que la science nous permet de découvrir. Là, en général, c'est des mots qui sont forgés par les Anglais, puisque tout ça est lié. Quand vous n'avez pas d'avenir pour un chercheur français, comparé à ce qu'on lui offre ailleurs, il va poursuivre ailleurs ses recherches. Et donc, la langue de sa recherche sera le pays qu'il a accueilli. Et il y a un paradoxe chez nous, qu'on a avec les prépas, un système inégalitaire mais efficace d'une certaine manière, sur une base restreinte. Et puis,
dès qu'ils arrivent en position d'être des chercheurs, on leur donne une possibilité avec une place sur 500 au CNRS, et puis dans d'autres laboratoires un peu partout dans le monde, ils sont accueillis. Donc la langue est perdue, alors que la formation a été chez nous, financée par nous. Donc ce genre, vous voyez, tout ce que je voulais vous dire, que cette bataille-là, avec ce petit conte, c'est pas seulement la langue, c'est la diversité, c'est notre vision de ce que c'est que la civilisation. C'est-à-dire plus de diversité et de donner du prix à ce qu'il y a du prix. Voilà. Et les langues régionales dans tout ça? Alors, moi, pendant un certain moment, j'étais le seul à l'Académie française à défendre le breton. Le seul. Parce qu'il y avait une vision qui valait aussi pour le basque, c'est que la langue était le ciment de la République. Donc, une seule langue, il fallait une seule langue. Comme si une autre langue mettait en péril. Mais j'ai eu à un moment donné une chronique dans le Télégramme où je disais ça serait intéressant de faire un championnat de langue, c'est-à-dire qu'on donne un thème, eh bien on voit quelle est la langue la plus pertinente. Alors peut-être sur tel ou tel élément juridique, peut-être le français l'emporte, mais pour décrire telle ou telle réalité, le breton l'emporte. La montée de la marée ou les choses comme ça, très concrètes, ou ce qui est ma conviction, c'est que le rationnel n'épuise pas le réel. Et moi, j'ai été élevé dans ça, puisqu'il y avait d'un côté tous les cousins bretons et de l'autre côté les cousins latino-américains. Et moi, le cheval d'orgueil, pour moi, c'est 100 ans de solitude. Et donc, moi, je l'ai connu, Père Jacques Eliade, je l'ai connu. Et donc, il parlait, je ne comprenais pas, puisque malheureusement, je ne parle pas breton, mais je parle espagnol, et on discutait, etc. Et on voyait ce formidable agrandissement grâce aux Bretons. Et donc, moi, je vais souvent dans les écoles d'Iwan. Et donc, en discutant avec eux, on discute comment ça se passe, comment tu fais, comment ça marche, et on voit les résultats. Les résultats au bac, c'est-à-dire en français, ils sont meilleurs. Donc, on regarde un peu les choses. Donc, on s'est battu avec le député Molac, etc. Et maintenant, j'ai trouvé des alliés, puisqu'il y a Barbara Cassin qui est avec moi, et puis il y a Pascal Horry qui est avec moi. Et alors, ça va être assez marrant, parce que Pascal, l'historien Pascal Horry, je le connais depuis qu'on a dit devant tous les deux. C'est moi qui ai l'honneur de le recevoir à l'Académie française le 20 octobre. Et le thème va être très très politique, évidemment, avec le bordel qu'il y aura après 3 dissolutions, etc. Ça va être génial. Je suis ravi. Donc je vais faire un truc super politique là-dessus. Le thème va être son dernier livre, Qu'est-ce qu'une nation ? Moi, j'habite à 15 km de Tréguier, donc Renan, voilà, c'est mon truc. Et donc, on va aborder les questions. Donc voilà, donc venez tous à l'Académie française le 20 octobre. Vous entendrez parler des langues régionales à l'Académie. Et donc, ça a été chaud, hein, parce qu'en sous-main, le ministère de l'Éducation nationale voulait annuler les trucs, etc. Alors, on s'est battus comme des chiens, puisqu'ils étaient contre la pratique immersive. C'est-à-dire, pendant un certain nombre d'années, on parle que breton dans les classes. Et alors, on disait, c'est un scandale. Alors, sauf que j'ai trouvé un argument assez vicieux. Vous savez, j'ai été élevé par des eudistes qui sont des sous-jésuites. Et puis après, ma formation complémentaire, ça a été pour Mitterrand. Donc, dans la filouterie, il ne faut pas me la faire. Et donc, j'ai dit, et on fait quoi ? Et on fait quoi dans les lycées français à l'étranger ? Quelle langue on parle ? Alors, j'adore quand on me répond, ah ben ça, c'est pas pareil. J'adore ça. Bref, la bataille va être là. On va voir comment ça va se passer avec là. Mais les langues régionales, moi, je suis tout à fait pour. Parce que j'ai entendu parler breton. Et alors, je demandais qu'ils me traduisent. Mais les gens qui étaient autour de moi pendant mon enfance, c'était... Voilà, pour un petit Parisien, entendre parler breton, c'était tout cet univers qu'avait cette langue-là. Et donc... il y a des langues qui meurent sans arrêt. Et pour moi, c'est comme un animal qui meurt. Beaucoup plus qu'un animal qui meurt. C'est-à-dire, c'est une fenêtre sur le monde qui se ferme. Il n'y aura plus cette fenêtre sur le monde très particulière. Vraiment. Et moi c'est
c'est ce que je disais, le cauchemar de Don Juan, c'est la même chose. Imaginez qu'il y ait un seul plat tous les jours, qu'il y ait une seule langue tous les jours, un seul regard. Et ça va plus loin, ça va sur la nécessité de croiser les regards pour avoir une chance de comprendre la réalité. Et je reviens à Pasteur. Sa force, c'est pas d'avoir été le premier à trouver, parce que d'autres avaient trouvé les vaccins, etc. C'est d'avoir réuni les regards les plus divers. Les médecins le détestaient. Il n'était pas médecin, on l'appelait le chimiatre. Mais il avait des chimistes, il avait des physiciens, il avait, etc., etc. Vous voyez ? Et dans l'association que j'ai fait pour les clubs, le club que j'ai fait pour comprendre les fleuves, c'est croiser 15 spécialités. Nous, on est spécialistes et on ne parle pas aux autres. Comment voulez-vous, sur les fleuves, être uniquement avec des hydrologues et pas avec des sociologues et des historiens de la religion? Pas possible. Mais ça, nous, c'est pas possible. Et regardez les universitaires français. Pour avancer, il faut qu'ils fassent une thèse bien précise. Si c'est interdisciplinaire, c'est pas reçu. Et ça, c'est absolument dramatique, etc., etc. Vous voyez, tout ça, ça paraît dispersé, mais j'aime à croire que je suis une personne relativement cohérente. Alors, puisque la langue... Sans garantie. Puisque la langue est vivante, on peut être rassuré sur le devenir de l'Académie française, dont le travail est loin d'être... Ah. Non, non, parce que l'Académie, bon, très bien, c'est bien, mais je me demande si c'est comme ça qu'il faut faire avec un dictionnaire, alors qu'il y a plein d'autres dictionnaires. Non, ce qui est intéressant, c'est le point de vue du dictionnaire. Un dictionnaire, c'est un point de vue parce qu'on peut mettre tous les mots, etc., etc. Donc, il y a des dictionnaires qui sont des dictionnaires de l'actualité, c'est-à-dire principalement le Robert, mais aussi le Larousse, qui sont des dictionnaires, vous voyez, qui prennent les mots de tous les jours. Et puis, il y a ceux qui prennent plus de temps et qui donnent l'usage. Qu'est-ce qu'est l'usage ? Par exemple, il y a des mots qui prennent et d'autres qui ne prennent pas. Ordinateur a pris. Vous voyez, ça a pris, ça a bien marché. Puis d'autres qui ne prennent pas, des mots qui ne prennent pas. Et il y a eu des discussions chez nous. On a dit, est-ce qu'on dit le Covid, la Covid ? Eh bien, pourquoi ? Parce que le D, c'était disease, c'est anglais, donc la maladie, alors que c'est anglais, il n'y a pas de genre, etc. Ça me semblait un peu étrange. En gros, maintenant, j'ai l'impression qu'on dit plutôt le. Et puis, on verra le moment donné. Et puis, on va attendre le prochain virus pour savoir quel sera son genre. Mais peut-être il sera transgenre. Ce qu'on m'a dit d'ailleurs. Alors là-dessus, c'est très, très marrant. Très marrant, parce qu'on va refaire un peu de grammaire. C'est que j'étais à une émission de radio et on m'a dit, mais alors les affaires de genre, etc. Bah, écoutez, moi, quand je suis romancier, j'ai pas de genre. C'est-à-dire, j'ai écrit un livre où je suis une femme africaine. C'est pas ce qui vous a frappé quand je suis arrivé, que j'étais une femme et africaine. Non. Eh ben, j'ai été une femme africaine. Et le prochain, je serai un fleuve. Alors, transgenre, on peut imaginer. Mais il y a des trucs plus violents. C'est qu'il y a eu des gens qui m'ont reproché de prendre sur moi, de raconter, de me mettre à la place d'une femme alors que je n'étais pas une femme, et de mettre à la place d'une africaine alors que je n'étais pas une africaine. De la même, c'est comme ça que ça. Vous savez, maintenant c'est ça. Hein. C'est-à-dire, voilà, les Africaines doivent raconter l'histoire d'Africaines, etc., etc. C'est l'inverse de l'art, évidemment. Puisque l'art, ça veut dire qu'on a des diversités, enfin qu'on a ces autorisations. Donc c'est assez marrant ce qui est en train de se passer aussi là. On verrouille comme ça des autres silos. Donc vous voyez qu'à partir de la langue, on pose des tas de questions qui sont assez intéressantes pour la vie et pas seulement le langage, c'est ce qui nous fait. Et pourquoi le devenir de l'Académie française ne vous semble pas non, si parce qu'il faut relancer sans arrêt, parce qu'il faut qu'on ait une composition plus ouverte, il faut plus de femmes, bien sûr. Quand vous imaginez qu'il n'y a personne le cinéma, on a un seul scientifique, le prix Nobel Hoffman, qu'il faut qu'on soit plus nombreux et que voilà. Donc, et puis on n'a pas le monopole. Il faudrait qu'il y ait des chanteurs. Il faut qu'on se bat. Moi, je prépare un opéra avec Osmo Puccino. Je fais un spectacle avec Abdel Malik. Bon, ils ne sont pas tous comme ça, quoi.
Mais le travail de l'Académie Non, mais française vous c'est semble bien, toujours... c'est bien, c'est nécessaire. C'est nécessaire, mais de toutes ces manières, vous voyez, moi je pense que beaucoup se joue à l'école. Vous savez, j'ai eu la chance, hein, franchement, les livres, ils marchent et tout ça. Je suis reçu à Dialogue, ce qui est le sommet, quand même, dans une carrière. Un jour, être reçu à Dialogue, moi, je les vois, reçu à Dialogue, c'est quand même le sommet. Et donc, et quand vous avez un petit garçon, une petite fille, qui vient vous voir, parce que son père ou son grand-père me dit, c'est lui qui a écrit le machin là, sur la grammaire, et qui regarde, et qui, les yeux dans les yeux, dit « Merci, monsieur, c'est grâce à toi que j'aime lire. » Waouh. Là, on est content. Là, on est content. Donc, comme les libraires, hein, c'est grâce à vous qu'on lit. Voilà. Et c'est pour ça que, comme je suis, comme je vous l'ai dit, un commerçant, et que quand même je vois la réalité des choses, c'est pour ça que je m'étais dit, parce que j'avais eu le projet à 30 ans d'avoir le concours à 40. J'ai eu à 41, mais voilà. Et c'est pour ça, malin comme je suis, que j'avais écrit la première phrase de l'exposition coloniale, c'était « Au commencement était la librairie ». Superbe première phrase. Hein, c'est pas mal quand même. Voilà. On peut peut-être laisser la parole au public. Il y a des questions sûrement à vous poser. Et juste une toute dernière, à la fin, dans l'épilogue du livre, vous parlez des langues mortes, dont vous avez dit quelques mots tout à l'heure, mais vous les appelez les langues éteintes. Oui, parce qu'elles ne sont pas mortes, elles peuvent revenir. Vous voyez, moi j'étais très ami avec la grande helléniste Jacqueline de Romy. Et alors, elle me méprisait parce que je n'avais pas fait de grec, mais énormément de latin. Alors, elle disait le latin, c'est une langue vulgaire pour le droit, pour voilà, mais alors que la pensée, c'est la pensée grecque. Et donc, une langue, encore une fois, une langue morte, c'est une lumière qui s'éteint. Vraiment, c'est une fenêtre qui se ferme. C'est une structure. J'ai été conseiller d'État et j'ai été chargé de célébrer les 200 ans du Conseil d'État. Et c'était intéressant parce qu'on invitait des juristes anglo-saxons. Et la langue française forge une certaine conception du droit. La langue anglaise forge une autre conception du droit. Donc, ce n'est pas neutre que vous employez tel mot et surtout telle grammaire et telle structure de mots. Ce n'est pas du tout pareil. Et je suis très ami avec François Tchang, mon confrère à l'Académie. Et quand vous avez des mots, c'est-à-dire quelque chose d'abstrait, c'est tout à fait différent que quand vous avez des idéogrammes qui dessinent le coton. Vous voyez? C'est-à-dire vous avez un rapport au monde qui est complètement différent. D'un côté, c'est une idée, et de l'autre côté, c'est un dessin. Et donc, lisez les textes de François, vous verrez à quel point c'est intéressant les deux. Et quand ma petite grammaire a été traduite en chinois, alors je veux dire, alors là, je n'ai pas compris ce qui se passait. L'Empire du Milieu. D'ailleurs, vous voyez, depuis, l'Empire du Milieu se referme plutôt. Je ne veux pas dire que je suis responsable, mais enfin, c'est un signe. C'est un signe. Il y a peut-être une sorte de folie qui s'est emparée d'eux. Bien, merci beaucoup, Éric Orsena. Alors peut-être que des personnes dans le public ont des questions à poser. Bonjour, monsieur Orsena. Donc, moi, je suis très content que vous soyez à Dialogue. Moi, j'aimerais revenir sur, sur le début de vos propos. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'ici, on est en terre d'immigration et en terre d'immigrés, et qu'il y a 170 mots et expressions de la langue bretonne qui sont rentrés dans la langue française. Donc, vous savez aussi qu'il y a bien sûr des mots qui viennent de très très loin, des mots d'Indonésie, comme orang-outan, qui veut dire l'homme des bois. Et donc, il y a aussi, par rapport à votre éventuel projet de faire un livre sur le futur antérieur, il y a aussi un autre temps qui est employé dans la langue française, qui n'est pas correct et que vous connaissez, que moi j'appellerais le double passé composé. Lorsqu'on dit à quelqu'un, je l'ai eu fait, c'est un double passé composé, c'est un barbarisme, et donc il y a une forme d'élégance qui est, du moins que j'aime bien, alors pourquoi pas. Mais alors, moi j'adorerais faire ça, j'adorerais faire les barbarismes pertinents, ou les barbarismes autorisés, ou les barbarismes qui disent des choses. Vous voyez, il y a
une expression que j'adore. C'est-à-dire, je parle pas breton, hélas, mais je suis extrêmement attentif aux accents. Aux accents qui emploient le français avec des mots particuliers. Et il y en a une expression, il y a deux expressions liées qui me mettent en état de joie absolue. C'est si a pris du goût, point. J'adore. Et on rajoute il est bien chez nous, point. Et c'est là où je suis en extase, il est parti pour rester. Et ça, mais c'est, je crois que je mettrai ça sur ma tombe. Parce que c'est le repos éternel. Hein? Oui, il est exactement ça. Mais quand on dit comme ça, hein, vous savez ça aussi bien que moi, si est parti pour rester. Et là, ça y est, on a l'impression qu'on va commencer à sonner, là. Et on est là, comme ça. Donc, moi, je me vois assez bien faire des gavottes dans ma tombe avec mes copines. Alors, je vais vous dire, j'ai un certain nombre de passions non réciproques, mais avec le piano, c'est comme ça. Mais, je travaille, parce que je suis obstiné comme garçon, donc je travaille le piano. Mais, alors, il s'est passé un truc. La semaine dernière, j'étais en répétition pour les spectacles avec Constance Taillard, qui est une formidable pianiste, et Julia Michnevski. Et comme toujours, je chantonnais. Elle me dit, mais t'aurais pas une voix, toi? Alors, c'est une avant-première mondiale, hein, je vous dis ça. Et donc, elle me dit, écoute, tu viens lundi, et puis on va vérifier. Alors, pendant 2 heures, c'était chez le Toubib, elle fait des thèmes, machin, avec des, vous savez, avec des pailles, des trucs. Bon, ben voilà, t'es baryton, t'as une voix, est-ce que tu veux y aller? Et donc, celui qui vous parle, vendredi dernier, a chanté Don Alfonso dans le trio de Così qui s'appelle Soave il vento. Et donc, la fois prochaine, à Dialogue, je chanterai. Merci beaucoup.